Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Regard croise sur l'estive, questions techniques, questions sociales. La question des relations entre les hommes et les espaces d'altitude a été amplement traitée par la recherche, notamment géographique. En parallèle, l'action publique s'est également penchée très tôt sur la montagne en tant qu'objet spécifique, avec une attention toute particulière portée aux questions agricoles et pastorales. Toute nouvelle recherche s'inscrit donc en aval d'un important corpus qu'elle poursuit et renouvelle. Dans cette première partie, je cherche donc à faire partager au lecteur le cheminement m'ayant conduite à aborder la question de la gestion des estives au seuil du XXIe siècle, à partir d'une problématique originale, centrée sur la question du collectif. Il s'agit donc de faire état des travaux éclairant cette problématique selon des angles et une intensité variables, mais aussi de mettre en évidence l'évolution du questionnement de la recherche en sciences humaines sur la question du pastoralisme. En effet, la recherche est datée, elle ne s'exerce pas en dehors du champ social ni des injonctions des politiques publiques. La mise en perspective d'un siècle de recherche sur l'agriculture et la montagne permet d'envisager les liens, matériels ou symboliques, que les paysans montagnards, mais aussi les autres franges de la population, tissent avec l'espace pastoral. À l'heure actuelle, la question pastorale est à la croisée des chemins, fortement investie symboliquement par la société globale. Elle est relativement délaissée tant par l'action publique que par la recherche, ouvrant la porte à de nouveaux champs d'investigation. Le questionnement développé ici s'intéresse aux hommes qui font la montagne, aujourd'hui, à partir de l'analyse des processus de coordination et d'organisation qu'ils élaborent pour gérer le territoire d'estive. Une place particulière sera accordée à la fin de cette partie, au volet méthodologique de ce travail, parce que les paroles du chercheur n'ont de sens que si l'on sait d'où il parle, en exposant les conditions de la production de sens. Chapitre 1. La vie pastorale en ARIEGE. Heures et malheurs du système pastoral traditionnel. Le choix d'une ouverture sur le système agropastoral traditionnel pyrénéen peut paraître assez formel et superfétatoire au lecteur ayant pris connaissance de la masse considérable de travaux qui lui sont consacrés depuis plus d'un siècle. Je ne peux pourtant renoncer à faire partager aux lecteurs moins avertis le plaisir que j'ai moi-même rencontré tout au long de cette promenade dans l'histoire de la montagne pyrénéenne. Surtout, ce rappel historique est indispensable au déroulement de la réflexion qui structure cet ouvrage sur la modernité des pratiques pastorales en Ariège. Comment en effet déterminer l'évolution de la relation à l'espace? Comment analyser la référence à la coutume, aux usages immémoriaux? Comment lire les frontières implicites, sans disposer de bases solides sur ce qu'était l'organisation et le fonctionnement des communautés montagnardes des XVIIe et XIXe siècle? Ce premier chapitre s'inscrit donc dans une posture finalement assez courante qui revient à considérer que le passé pénètre de façon si universelle la vie présente des Pyrénées ariégeoises qu'il lui était bien vain de prétendre décrire cette dernière sans avoir au préalable longuement étudié leur vie ancienne. Ici plus que partout ailleurs, géographie et histoire se confondent. Chevalier 1956. Ce qui rend la perspective diachronique indispensable pour saisir la complexité des enjeux actuels. Il s'agit donc de se donner les moyens de questionner le mythe de l'immuabilité des pratiques pastorales, et de mettre en évidence les permanences et les ruptures qui caractérisent aujourd'hui les liens entre les éleveurs et la montagne ariégeoise. La société pyrénéenne sous l'Ancien Régime. Les cadres de la vie sociale. L'actuel département de l'Ariège, défini par l'Assemblée constituante, est constitué de deux anciennes unités qui s'étaient presque toujours tourné le dos jusqu'à la Révolution. À l'ouest, le Couserans fait partie des pays gascons et regarde vers l'Aquitaine. Tiraillé entre Comminges et Pays de Foix, il correspondait surtout à une unité religieuse. Sur le plan politique, il fut assez tôt démembré. La société s'y organisait sur un modèle assez proche du fonctionnement communautaire des Pyrénées centrales, la présence féodale étant beaucoup moins forte que dans le Pays de Foix. Le bassin de l'Ariège, quant à lui, appartenait au domaine traditionnel des comtes de Foix. Tourné vers Toulouse et les pays méditerranéens, c'est le seul haut bassin des Pyrénées où l'on parle languedocien. Les comtes ne reconnurent longtemps aucun suzerain, et bénéficièrent de l'appui sans faille des seigneurs locaux et des communautés.
Cette fidélité réciproque valut aux 3 villes du Haut-Pays, Foix, Tarascon et Ax, la reconnaissance d'un pouvoir municipal certain et de nombreux privilèges dès le XIIIe siècle. De ces conditions, nées au début du Moyen Âge, il découle que jusqu'à la Révolution française au moins, l'histoire de la Haute-Ariège, pays rural et montagnard, est une histoire urbaine, par le biais de consulats fort peu démocratiques, à l'opposé des vallées des Pyrénées centrales et même du très proche Couserans, les villes exercèrent ici une véritable mainmise sur la campagne et sur la montagne. Payès, 1996. Les consulats urbains bénéficiaient du droit de justice, de charges fiscales limitées, des droits de chasse et de pêche, et surtout de l'usage des vastes domaines sylvo-pastoraux, qu'ils géraient au même titre que les seigneurs locaux ou que les communautés de vallée de l'ouest de la Chaîne. Le consulat du Vic de Sauce était le seul à ne pas être entièrement dirigé par son centre, une partie des consuls étant choisie dans une autre paroisse. À ce titre, il faisait figure de transition entre le pays de Foix et le Castillottinais où les communautés de vallée étaient organisées en paroisses de manière plus égale. Ce premier niveau d'organisation, consulat ou seigneurie, avait une importance considérable dans le fonctionnement de la vie pastorale, puisque c'était généralement à ce niveau que s'exerçait l'usage du domaine d'altitude. Les communes n'étaient pas propriétaires des forêts et des pâturages, et en matière de droit d'usage, l'indivision était presque toujours la règle. C'est de façon indivise que comtes ou seigneurs locaux concédèrent les droits d'usage, en général pour l'ensemble de la seigneurie ou du consulat urbain. En effet, dans une vallée déterminée, les communes d'aval sont par définition pauvres en pacage. Les estives se développent au contraire au-dessus des villages d'amont, avec une ampleur disproportionnée au terroir agricole exigu de la Haute-Vallée, Chevalier 1956. L'association était donc indispensable pour permettre à tous les villages d'exercer une activité pastorale. Même si les caractéristiques du milieu physique sous-tendaient généralement les indivisions pastorales, au moins à partir du Moyen Âge, les indivisions pastorales se constituèrent toujours par l'intermédiaire des diverses entités historiques ou administratives, Claustre, 1983. Au-delà de la justification matérielle des usages et des modalités d'appropriation des ressources naturelles par les populations montagnardes, la coutume apparaît comme un lien de subordination à un seigneur qui conditionne leur accès aux richesses du milieu. L'exercice de l'usage supposait donc un rapport bilatéral entre le seigneur et une sorte de personne morale, la communauté villageoise, rapport de protection contre redevance, ASSIERANDRIEU, 1986/1. La communauté villageoise jouait en montagne un rôle central, cadre social particulier sans lequel la survie d'unités familiales individuelles était impossible. Communauté et famille étaient, dans la société traditionnelle, des structures contraignantes et collectives, qui subordonnaient impitoyablement l'intérêt individuel à la pérennité du groupe. On est donc loin de l'image d'Épinal de la démocratie rurale et égalitaire que dénonçait déjà Henri Cavaillès en 1931, en mettant en avant l'aristocratie des maisons à qui profitait de fait l'exploitation des ressources collectives. L'unique objectif de la famille pyrénéenne était de transmettre intégralement à l'aîné, à chaque génération, l'ensemble des biens de la famille, la maison. Seuls les acquêts restaient disponibles, pour doter les cadets par exemple. La maison était une entité autonome par rapport à ceux qui y vivaient, et préexistante à ses occupants. Les stratégies matrimoniales s'opposaient à l'agrandissement, elles visaient au maintien de l'ensemble des maisons. Un héritier épousait une cadette, et réciproquement. La famille était bâtie autour d'un seul couple, auquel se rajoutaient éventuellement les ascendants, les enfants, et parfois les cadets célibataires de chaque génération. Dans la famille pyrénéenne, le destin de chaque membre ne se concevait qu'en rapport avec l'intérêt général. Les cadets notamment, s'ils n'épousaient pas d'héritiers étaient condamnés au célibat et demeuraient dans la communauté avec un statut de domestique sans gage, à moins qu'ils ne tentent leur chance ailleurs. Le droit d'aînesse a fourni beaucoup de bras à la plaine, Soulet, 1974. La communauté villageoise, qui regroupait l'ensemble des maisons, était soumise à un ensemble de règles définies par l'Assemblée des chefs de famille. Ces mesures s'appliquaient aussi bien aux surfaces d'usage collectif qu'aux parcelles en propriété privée. Vaines pâtures, bancs de moisson, de fauche, vendanges, assolements réglés, etc. De plus, la société villageoise veillait à préserver des droits, glanage, chaume, grappillage par exemple,
permettant la survie des plus pauvres. En Ariège, Michel Chevalier, 1956, insiste sur la variation de l'importance de ces pratiques communautaires en fonction du type d'habitat. Il y a en effet ici deux pays. Un pays de village dans le haut bassin de l'Ariège, en amont de Foix, et dans la montagne du Castillonnais, et un pays de dispersion, dans la moyenne montagne, les Pré-Pyrénées, la région de haute montagne du bassin supérieur du Salat et la partie amont de nombreuses vallées d'habitat groupés. Le pays de village correspondait à des terroirs homogènes. Au centre, près du village, des champs nus sans clôture et sans arbres, et dans les fonds de vallée, sur les ombrés ou sur les versants supérieurs, des zones de prés, enclos de haies et parsemés de petites granges. C'étaient les villages où les disciplines agraires collectives étaient les plus fortes. Ils ont sans doute été plus anciennement peuplés que les pays de dispersion qui sont des pays de bocage, créés au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, alors que les anciennes structures communautaires s'étaient déjà relâchées, sur des terroirs plus défavorables à l'installation de communautés importantes. Des paysans d'abord cultivateurs. Dans la société traditionnelle, les montagnards pratiquaient principalement une agriculture vivrière, l'élevage étant relativement secondaire par rapport aux cultures. Chaque étage de la montagne avait son importance. Fonds de vallée autour des villages, près de fauches sur les pentes, forêts et estives. Les paysans pratiquaient une polyculture de nécessité. Les parcelles étaient donc morcelées et dispersées pour pouvoir cultiver les différentes espèces. Les rendements furent toujours insuffisants pour nourrir la population. D'après Jean-François Soulet, 1974, le haut pays de Foix produisait au XVIIIe siècle le quart de ses besoins alimentaires, le Couserans à peine le 10e. Dans ce système, l'élevage avait donc pour fonction première de fournir du numéraire pour les achats extérieurs, et surtout du fumier pour permettre la production des cultures vivrières. Une des principales occupations des pasteurs et des paysans, dit Froidour, est d'aller avec des paniers dans tout leur package parmi les montagnes et les précipices, d'y ramasser avec soin la fiente des bestiaux et de la rapporter à leur grange où ils en font amas, pour ensuite la répandre sur leurs terres. CAVAILLES 1931. S'y rajoutait cependant une fonction sociale de tout premier plan, le troupeau étant généralement la seule richesse du cadet qui pouvait, sans terre, mener ses bêtes entre l'estive et la plaine en transhumance hivernale. On raconte que certaines bêtes ne passaient que 2 nuits par an dans leur commune. La majeure partie des terres labourables étant destinées aux cultures, l'élevage de montagne n'était rendu possible que par les vastes surfaces d'estives et de forêts dont les habitants bénéficiaient par l'intermédiaire des droits d'usage dont Froidour, nommé par Colbert commissaire réformateur de la Grande Maîtrise de Toulouse de 1667 à 1670 et chargé de la réforme des forêts pyrénéennes, disait au XVIIe siècle qu'ils étaient si étendus qu'ils équipolaient à une véritable propriété. Plus de 80% du territoire était ainsi destiné au bétail, principalement ovins et caprins, puis bovins. Le type d'élevage différait selon les régions, principalement selon les disponibilités en prés. Le haut pays de Foix était un pays de brebis et de vaches destiné à la production de jeunes, notamment des bouvillons d'1 an vendus au Terrefort aquitain pour faire des bêtes de travail. Dans le Couserans, l'élevage était principalement orienté vers la production laitière et fromagère. Dans toute la montagne ariégeoise, les troupeaux ovins, au-delà de leur rôle de fumure et de production de laine, étaient principalement orientés vers la vente de moutons adultes de 4 ou 5 ans. Le principal problème rencontré était celui de la nourriture hivernale du bétail. Le nombre d'animaux hivernants dépendait donc de la richesse de la vallée, c'est-à-dire de l'étendue et de la qualité des prairies de fauche, opposant ainsi Couserans et haut pays de Foix qui ne comptaient que 65 hectares de prés en moyenne par commune, parfois sur des pentes si fortes qu'il fallait s'attacher pour faucher. Chevalier 1949. Dans tous les cas, les montagnards élevaient un nombre d'animaux supérieur à leur disponibilité réelle en fourrage. Même si ce déséquilibre était en partie comblé par la transhumance hivernale des troupeaux vers la plaine, il entraînait un mauvais état général des troupeaux qui devaient attendre la belle saison pour bénéficier de la richesse des prairies d'altitude. L'estive au centre des pratiques collectives. L'estive se définit d'abord par une pratique, le pâturage estival des troupeaux. Bien qu'elle y trouve son origine, elle ne se confond pas exactement avec la zone alpine botanique.
de nombreuses surfaces ont été gagnées par l'homme sur la forêt et l'on rencontre en Ariège de nombreuses estives de moyenne altitude, situées plutôt à l'étage montagnard, massif de la Risse par exemple. Que les pâturages ne soient pas restés confinés dans leurs frontières primitives, on en peut douter. L'action humaine est intervenue directement ou indirectement, pour abaisser la limite supérieure de la forêt au profit de la limite inférieure des pâturages. Arbos, 1922. La forêt, qui arrive dans les Pyrénées jusqu'à 1700 mètres environ, représentait d'ailleurs pour les collectivités montagnardes une ressource pastorale à part entière, pâturée par les troupeaux au printemps et à l'automne, entre l'estive et la période de stabulation hivernale. Son usage était strictement réglementé, à l'instar de l'ensemble du territoire valléen. Une représentation tenace attribue, dès le XVIIe siècle, le déboisement et la dévastation des forêts aux abus du pâturage, notamment celui des troupeaux de moutons, et plus encore de chèvres. Henri Cavaillès mit en cause cette théorie dès les années 1930. Il y a une mystique de la forêt pyrénéenne en particulier. Le recul continu, actuel et rapide de l'arbre, sa disparition imminente sous l'action dévastatrice du berger et de son complice le mouton, c'était là un fait d'évidence qu'il était impossible et pour ainsi dire, malséant de mettre en doute. Cavailles 1931. Le déboisement, bien réel, trouva, en particulier en Ariège, des causes et des moyens beaucoup plus variés, liés notamment à l'importance des forges à la catalane. Les estives ariégeoises s'échelonnent de 1200 à près de 3000 mètres d'altitude et couvrent environ 130 000 hectares, le plus souvent de qualité assez médiocre. L'estive ariégeoise a toujours été terre de parcours, avec un niveau d'équipement et des modalités de gestion technique relativement limités, en comparaison avec les Alpes, Arbos 1922, Borna-Réal 1995 ou le Massif central, Bord-de-Soule 1994 Blanchon 1995 par exemple. Tous les auteurs classiques s'accordent à ce sujet. Michel Chevalier considère ainsi que l'aménagement de la montagne est rudimentaire. On s'est contenté de réaliser le minimum d'installations compatibles avec l'exploitation du domaine pastoral. La vie des animaux domestiques dans les bois et sur les estives ne diffère guère durant toute la belle saison de ce qu'elle devait être à l'état de nature. Et il ajoute que, sauf en ce qui concerne les déboisements, l'homme a en général peu modifié les conditions naturelles, ou plus exactement il ne l'a fait que de façon négative par la dégradation des sols ou des ensembles botaniques, Chevalier 1956. Mais il ne fait que confirmer ce que notait déjà Henri Cavaillès. Dans la majorité des communes, rien n'a été fait pour accroître la valeur productive de la montagne. On ne fait rien, ou à peu près rien, pour améliorer les packages communs, pour débarrasser le sol des broussailles et des pierres, pour l'amender par des engrais, l'enrichir en y introduisant des espèces nouvelles. Le montagnard pyrénéen ne connaît guère qu'un mode d'exploitation en montagne, le parcours. Cavailles 1931. Les dates de début et de fin d'estive étaient relativement souples. La saison pastorale durait environ 5 mois, de la mi-mai à la mi-octobre, même si elle variait selon les lieux, plus courte en Couserans qu'en Haute-Ariège, et les espèces, plus longues pour les bovins que pour les ovins. L'exploitation des prairies d'altitude fut toujours résolument extensive. Les fauches, et plus encore des moissons sur la montagne commune, avaient un caractère exceptionnel confirmé par l'extrême rareté des systèmes avec dédoublement de l'habitat et de la population dans la montagne ariégeoise. L'écobuage était la seule pratique d'amélioration des pâturages, et il n'y avait surtout aucune gestion raisonnée de la fumure organique qui dans le meilleur des cas était récoltée sur la montagne pour fertiliser les cultures, ce qui entraînait un transfert de fertilité de la montagne vers le fond de vallée, et sinon s'accumulait sur les jasses, surfaces relativement plates où se regroupent les animaux et où le piétinement et les déjections ont détruit la pelouse au profit de plantes nitrophiles. Pourtant, loin d'être un espace marginal pour les communautés pastorales traditionnelles, la montagne constituait un espace en jeu de tout premier ordre, puisqu'elle rendait possible l'élevage, principal pôle d'accumulation dans la société traditionnelle. Le déplacement des troupeaux vers les pâturages d'altitude libérait les terres et les hommes pour la production de céréales et de fourrage pour l'hiver. Ici, comme dans toutes les régions d'économie pastorale, la montagne, c'est l'estive. À quel point la vie pastorale marque les Alpes françaises de son empreinte,
L'indifférence des paysans à l'égard des reliefs où elle ne s'exerce pas en est déjà un témoignage. Les pics et les rochers qui intéressent le touriste ne disent rien à l'indigène, il ne leur accorde point d'identité définie, il les a rarement baptisés. Pour lui, les vraies montagnes, les seules auxquelles il convient de réserver un nom, ce sont les vastes étendues gazonnées, Arbós 1922. Par contre, ce qui fait l'originalité des Pyrénées par rapport aux autres montagnes françaises, c'est le caractère résolument collectif de la vie pastorale. Dans toute la chaîne, les communautés ont bénéficié de droits d'usage très étendus sur toutes les surfaces non exploitées. En Ariège, le seigneur était toujours présent. C'est lui qui pouvait généralement introduire du bétail étranger, surtout en Haute-Ariège, et mettre certaines portions du territoire, le plus souvent forestier, en défend réserve. Pour le reste, la gestion du territoire pastoral était confiée aux communautés qui non seulement devaient s'assurer du bon déroulement du pâturage, mais aussi veiller aux aspects sanitaires liés au mélange des troupeaux, organiser la défense contre les ours et les loups ou contrôler l'activité des pâtres. Elles ont pour ce faire élaboré des règlements particulièrement minutieux, conventions d'abord verbales qui ont très souvent été consignées par écrit par la suite et qui suivaient deux préoccupations essentielles. L'interdiction ou la limitation de l'accès au bétail étranger et la réglementation des parcours des troupeaux indigènes pour éviter toute surcharge pastorale. Un système extrêmement précis de mise en défense saisonnière permettait de protéger la haute montagne contre des incursions trop précoces qui auraient épuisé la ressource pastorale avant la montée du plus gros des troupeaux, mais surtout de protéger les pâturages inférieurs absolument nécessaires en début et en fin de saison. Certaines mises en défense ne concernaient que des catégories particulières d'animaux. En effet, le principe essentiel qui résume toute la réglementation est celui de la primauté des bovins, c'est-à-dire des troupeaux les plus précieux et les plus délicats, Chevalier 1956, en préservant sur les estives, les pâturages peu accidentés réservés aux vaches et aux brebis laitières, des incursions des troupeaux de moutons et brebis suitées, d'autant plus qu'il n'y a pas à proprement parler en Ariège de montagne à moutons, ceux-ci étant simplement conduits dans les zones plus élevées. Sauf dans certains cas, notamment en Haute-Ariège, où il arrivait que le seigneur, pour préserver ses bénéfices liés à l'introduction de bétail étranger, limite l'effectif pouvant être à montagnier, le nombre d'animaux autorisés par habitant n'était pas limité, contrairement à l'ouest de la chaîne où du fait de l'organisation hiérarchique beaucoup plus rigide des communautés, il était proportionnel à ses bienfaits. Par contre, la réglementation pastorale visait à maîtriser l'impact du bétail étranger, qu'il soit introduit par le seigneur, mais dans ce cas il était généralement cantonné sur les hautes montagnes, par les communautés, la gazelle ou baille à mi-fruit qui était plus fréquente dans le Couserans que dans le haut pays de Foix, ou encore en vertu de la superposition des droits de plusieurs communautés sur certaines montagnes particulièrement vastes, Aston, Alos, Estremaille par exemple. La transhumance estivale était cependant partout assez faible. L'accueil très ancien de troupeaux étrangers en Haute-Ariège était surtout le fait des seigneurs locaux soucieux de tirer revenu de leurs amples pâturages, auxquels s'ajoutait le bétail que certaines communautés pouvaient introduire en gazelle. Mérins, Oza, Goudan par exemple accueillaient chacun 20 000 ovins étrangers, Chevalier 1956. La haute vallée de l'Ariège était surtout une région de passage, même s'il ne s'agissait pas d'une vraie transhumance, comme celle qui amenait chaque année plusieurs centaines de milliers de moutons de la plaine d'Arles dans les Alpes, mais plutôt de mouvements intramontagnards, car il concernait principalement des moutons originaires de la bordure pré-pyrénéenne et non de la plaine, attirés par les surfaces du versant méditerranéen, Quérigut, vallée de Carol et surtout Andorre. Les grands flux traversant le haut pays de Foix ont toujours entraîné avec eux une partie des ovins de la région. Les mouvements estivaux touchaient surtout le petit bétail, mais aussi les bovins de l'est du Couserans, originaires des vallées du Haut-Salat, Oust, Ustou, Aulu et surtout Hercé, riches en prairies favorables à l'élevage mais aux montagnes exiguës et dangereuses qui estivaient en Haute-Ariège. Les troupeaux étrangers étaient généralement menés séparément des troupeaux indigènes. Cette réglementation pastorale, relativement homogène dans ses grandes lignes, s'appliquait à des systèmes pastoraux très variés, qui différaient principalement selon leur niveau de collectif. Aux grands troupeaux bovins et ovins de la Haute-Ariège, qui regroupaient tous les animaux d'un village ou d'un groupe de villages, conduits par des pâtres selon des règlements très minutieux et gérés le plus souvent par le conseil municipal,
s'opposaient les associations d'éleveurs du Couserans, plus limitées, aux usages assez variés, où les bêtes étaient le plus souvent gardées en alternance par les différents propriétaires, voire l'individualisme strict du Haut-Vic de Sauce ou de L', et du Couserans, ainsi que nombre de systèmes intermédiaires, voire tableau 1.1. Ainsi, l'estive ariégeoise, loin de représenter une entité homogène, était soumise à des modes de gestion différents selon le relief, les vastes pelouses de la Haute-Ariège s'opposant au morcellement du Haut-Vic de Sauce ou au manque d'estive du Couserans, l'économie d'élevage dominante, les systèmes laitiers produisant des modes de gestion très différents des élevages d'embouche, le type d'habitat, les bacados et les ramados dans les pays de village s'opposant à l'individualisme pastoral des pays à habitat dispersé. La précision des réglementations pastorales ne doit pas occulter la multiplicité des conflits liés à l'usage des territoires d'altitude. Indivision des droits d'usage, accumulation de droits sur des territoires particulièrement convoités, empiètement, accords plus ou moins durables, arrangements, y compris de part et d'autre de la frontière, gazelle, ont conduit à une situation extrêmement complexe, complexité telle que les intéressés, leur mauvaise foi mutuelle aidant, ne sont pas toujours parvenus à s'y reconnaître. Chevalier, 1949. Les règles collectives avaient pour objet d'anticiper les conflits, de les prévenir, afin d'organiser au mieux la mise en valeur du territoire montagnard. L'équilibre précaire entre population et ressources était garanti à la fois par l'exploitation raisonnée de l'ensemble des ressources communautaires, mais surtout par la grande mobilité d'une vaste frange de la population. Les soupapes de sécurité. La forêt était une ressource d'appoint de toute première importance pour les communautés montagnardes. Bien sûr, elle servait au pâturage des troupeaux, mais les usages étaient beaucoup plus vastes. Bois de chauffage, de marronnage, cueillette, mais aussi, du fait de certains privilèges, chasse et pêche étaient autorisés à peu près partout sur la chaîne. La contrebande était aussi une activité d'appoint non négligeable dans les Pyrénées. L'artisanat, partout présent, resta toujours de dimension modeste. Par contre, la métallurgie tenait une place importante dans l'économie montagnarde. Tableau 1.1. Les systèmes pastoraux à la fin du XIXe siècle d'après Michel Chevalier, La vie humaine dans les Pyrénées ariégeoises, 1956. La montagne ariégeoise est riche en minerais, et les gisements étaient la plupart du temps exploités par les communautés, parfois par les seigneurs locaux, seigneurie de Goudane. L'exemple le plus connu est celui des mines de Rancier dans la vallée du Vic de Sauce. L'exploitation du gisement était intégrée dans les droits d'usage des communautés de la vallée, dès 1293. La gestion de la mine était collective, l'extraction individuelle. Mais la métallurgie ne faisait l'objet d'aucune spécialisation dans la montagne d'Ancien Régime. Elle était subordonnée à l'agriculture, pour laquelle elle représentait un complément de revenus, que ne procurait pas le petit artisanat local. En fait, la plus grande force du système traditionnel pyrénéen résidait dans la très grande mobilité de la plupart des couches de population. Les montagnards commerçaient avec la plaine, mais c'est surtout avec le versant espagnol que les échanges étaient riches, tant pour le ravitaillement que pour le travail. Pendant tout l'Ancien Régime, des travailleurs saisonniers et des migrants définitifs se rendaient en Espagne, où les salaires étaient doubles. Profitant des différences climatiques et donc du décalage dans les récoltes, les paysans du nord de la chaîne partaient moissonner en Espagne à la fin du printemps, revenaient chez eux faire les récoltes, puis repartaient pour les vendanges. Ces migrations saisonnières avaient un double avantage. Elles procuraient un revenu complémentaire tout en libérant la montagne d'une grande partie de ses habitants pendant plusieurs mois. Les courants hivernaux étaient plus spécialisés. Les montagnards du pays de Foix par exemple s'engageaient dans les forges, ou comme bûcherons et charbonniers. Ils franchissaient donc régulièrement une frontière qui n'était pas encore la barrière qu'elle deviendra par la suite. Il existait une grande unité de vie de part et d'autre de la chaîne, Payès, 1996. Cette unité était renforcée par des accords locaux, de village à village ou de vallée à vallée, à l'origine simples accords pastoraux, fasseries, parfois développés sous forme de lits et passeries, véritables traités à but politique garantissant le commerce, le package et le droit de ne pas prendre les armes, même en temps de guerre entre les deux pays, faisant des vallées concernées de véritables zones neutres. La société ariégeoise traditionnelle se caractérisait donc, comme dans toute la France rurale d'Ancien Régime, Hervieux et Viard 2001,
par l'extrême diversité des activités venant en complément de l'agriculture, et par une grande mobilité de ses membres, afin de maintenir en permanence l'équilibre entre la population et les ressources disponibles. Les XVIIIe et XIXe siècles allaient ébranler cet édifice patiemment construit, sous les coups conjugués de l'explosion démographique et de changements politiques majeurs. Révolution, l'Empire puis vote du Code forestier en 1827. Un siècle de crise. L'Ariège produit des hommes et du fer. Il faut remonter au XVIIe siècle pour voir émerger les premières atteintes au système traditionnel de gestion de la montagne pyrénéenne. Alors que les forêts avaient de tout temps été gérées par les communautés, qui se contentaient de les défendre contre les abus des usagers, sans grand risque extérieur, on vit s'ébaucher la mise en valeur des montagnes par les gens du dehors. Dans les Pyrénées centrales, mais aussi à l'est de l'Ariège, dans les régions de Prades et du Donzan qui fournissaient des sapins au moins depuis le XVIe siècle, le rattachement des vallées au royaume conduisit à l'exploitation méthodique des forêts pour la fourniture de bois d'œuvre et de bois de marine. En Ariège, l'importance de l'industrie du fer qui se développa rapidement dès le XVIe siècle, a donné à la forêt un rôle de fournisseur de charbon de bois conduisant à la dévastation de certains secteurs. Froidour, commissaire réformateur chargé des forêts pyrénéennes, tenta en vain d'instaurer des mesures de conservation. L'usage de la forêt était fondamental pour les montagnards, tant pour le pâturage que pour l'affouage ou le marronnage, et l'intrusion du pouvoir central dans ces régions habituées à l'autonomie les poussa à une délinquance forestière généralisée. Les véritables révoltes contre l'administration royale furent toutefois rares et ponctuelles, jamais sanglantes, et les réformateurs auront finalement contribué à recenser les droits des usagers, reconnus comme seuls valables pour l'avenir. Les besoins des populations de montagne augmentèrent considérablement à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avec une poussée démographique sans précédent. En 50 ans, la population doubla dans la plupart des vallées. L'augmentation cruciale des besoins des populations conduisit à de nouveaux défrichements importants et clandestins sur la forêt. Alors que les besoins augmentaient, le système pastoral fut ébranlé par la progression des doctrines physiocratiques, conduisant au partage des communaux et à la clôture des terres en plaine, au détriment de la transhumance hivernale des troupeaux de montagne. Le gros bétail cessa de transhumer vers la plaine dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dans les Pyrénées, par contre, la révolution agricole fut assez limitée, les rendements en céréales n'augmentèrent pas, l'outillage resta archaïque. Le supplément de ressources obtenu par l'introduction du maïs et de la pomme de terre ne suffit pas à faire face à la vague démographique et les départs définitifs se multiplièrent. Le mouvement fut alors si vaste que les intendants s'en émurent et prirent des mesures visant à limiter l'émigration, restée sans effet. Les destinations se diversifièrent, d'abord vers les grandes villes de la région, Bordeaux, Toulouse, mais aussi vers les pays lointains, Saint-Domingue au XVIIIe siècle, puis l'Argentine et la Californie, l'Algérie et surtout l'Amérique au XIXe siècle, avec des spécialisations régionales, sénégalais de Prades, américains de la vallée du Garbet par exemple. Les relations avec l'Espagne s'inversèrent dans un premier temps, puis se distendirent alors que la frontière devenait peu à peu réalité, à cause de la centralisation et du désenclavement des régions de montagne au XVIIIe siècle. Le fisc devint plus exigeant. Les traités de lie et passerie furent peu à peu abandonnés pour redevenir de simples conventions de compascuité, entraînant le développement de la contrebande. Les usages coutumiers subirent d'autres attaques, en particulier de la part des cadets qui se révoltent alors contre leur statut et établissent des villages d'altitude, mais aussi de la part de la royauté qui depuis Louis XIII cherche à réduire les anciennes libertés. Ainsi, selon Henri Cavaillès, ce n'est pas la Révolution qui a détruit les anciens cadres, c'est la monarchie centralisée, Cavailles 1931. La Révolution va néanmoins transformer considérablement la société montagnarde. L'éclatement des cadres d'organisation sociale. La période révolutionnaire bouleversa totalement l'organisation de la vie sociale. Plus encore que la création de toutes pièces d'un département plutôt disparate, la définition de nouvelles municipalités fut source d'agitation et de vives querelles. De nombreux villages y virent une occasion inespérée de secouer le joug des chefs-lieux de consulat et d'acquérir leur autonomie,
tandis que les notables du bourg essayaient de les en empêcher au nom du caractère communautaire de l'économie montagnarde. La vigueur des particularismes devait toutefois l'emporter sur les anciennes structures montagnardes aux atouts économiques certains, mais à la tutelle urbaine tyrannique. Payès, 1996. La plupart des communes vallées, organisées sur la base de la gestion de droits d'usage indivis, éclatèrent alors en communes-villages, organisées en fonction du territoire cultivé. Cet éclatement fit alors attribuer une grande part des montagnes indivises, situées en général en extrémité de vallée, au territoire des communes séparatistes. Ne restèrent soudées que certaines communes, Sora, Mouly, Ustou par exemple, d'habitats dispersés où les particularismes et ipso facto les séparatismes étaient les moins forts. Question plus aiguë encore, le maintien de la propriété collective va être au cœur des préoccupations des montagnards tout au long du XIXe siècle. Dans un premier temps, la Révolution considéra que les communes avaient été dépouillées de leurs biens par les abus de la puissance féodale, y compris royale. L'une des grandes préoccupations du législateur fut donc de leur donner les moyens de se faire réintégrer dans leurs droits. Beaucoup de communes n'utilisèrent pas la voie judiciaire et se mirent d'office en possession des biens prétendus, encouragés par les dispositions légales qui leur confiaient la surveillance des forêts domaniales. En Ariège par exemple, ce fut le cas pour les bois et les montagnes des consulats et des communautés de vallée. Par contre, les domaines des seigneurs restèrent aux mains de leurs héritiers ou passèrent à celles des acquéreurs de biens nationaux. Il ne restait alors quasiment plus de domaniaux. Le problème ne fut pas résolu pour autant, car le statut de la propriété collective est alors remis en cause. Elle est soupçonnée depuis le XVIIIe siècle et le développement des doctrines physiocratiques d'être l'une des causes de la pauvreté des campagnes. L'habitant des lieux où les communaux sont étendus se livre ordinairement à la paresse. Il passe sa vie à la suite d'un troupeau maigre et décharné. Il contracte l'habitude de la fainéantise. Chacun tire de la propriété commune le plus qu'il peut et nul des co-associés ne s'occupe de la conserver. Archives de la Côte d'Or citées par Vivier, 1995. Au nom de l'égalité et des nécessaires progrès de l'agriculture, la loi du 14 août 1792 rendit obligatoire le partage de tous les communaux. Si la plus grande partie du pays y fut favorable, la montagne s'y opposa avec une remarquable unanimité, ce qui n'empêcha pas, du fait du manque crucial de ressources, un raz-de-marée de petites usurpations sur la forêt, quel que soit son statut juridique, estimé à 60 000 hectares en Ariège. Le maintien massif de la propriété collective rendit particulièrement prégnante la question des usages à laquelle la Révolution s'attaqua très rapidement. Alors que la crise pré-révolutionnaire, 1787 à 1788, et les tout débuts de la Révolution avaient pourtant permis une affirmation généralisée des usages locaux, ils sont jugés par les constituants comme des survivances inacceptables de l'Ancien Régime. Dès la nuit du 4 août, ils initièrent la disparition des coutumes et cherchèrent à intégrer l'usage dans la loi, dans un souci de rationalisation juridique. Mais cette volonté harmonisatrice et unificatrice se trouva constamment tenue en échec par la puissance et la diversité des usages, et les législateurs furent finalement contraints très rapidement de reconnaître une spécificité rurale ne pouvant être totalement codifiée par la puissance publique, ASSIER-ANDRIEU, 1990. Finalement, bien que la propriété collective et les usages locaux en soient finalement ressortis indemnes, la Révolution n'a pas reçu le soutien massif de la population auquel on aurait pu s'attendre dans le département de l'Ariège, resté célèbre pour avoir été le seul dont tous les députés votèrent la mort du roi. Elle a coïncidé avec une période de crise de subsistance, aggravée par la guerre, mais elle a surtout ébranlé tout l'édifice social de la société traditionnelle. Dans le droit successoral, en obligeant à l'égalité entre enfants, en modifiant les cadres d'organisation de la vie collective par l'éclatement des indivisions valléennes, l'atteinte aux usages collectifs, l'interdiction des anciens traités transfrontaliers jugés comme des marques de trahison lors de la guerre contre l'Espagne, etc. L'Ariège fut donc continuellement agité par des actions considérées comme contre-révolutionnaires. Cette résistance à l'emprise de l'État dans les affaires locales va prendre, pendant la majeure partie du XIXe siècle, la forme d'une insurrection permanente et généralisée. La crise forestière.
Alors que le principal bénéfice de la période révolutionnaire pour la société pastorale avait été le retour des montagnes dans le giron communal, l'administration forestière se chargea, sous l'Empire, de ramener au domaine ces biens considérés comme usurpés. La montagne ariégeoise se trouva alors, dans sa plus grande partie, aux mains de 2 maîtres tout-puissants. L'administration forestière, Castillonnais, Vic-de-Sauce, Barguillère, et la classe des maîtres de forge grands propriétaires, Val d'Ariège, front nord du Table et de la Rise, la propriété communale ne subsistant que dans le Haut-Salat et les Pré-Pyrénées. Malgré l'opposition des populations, plus attachées aux usages qu'à la propriété, les cantonnements qui consistent à libérer une partie du fonds des droits d'usage pesant sur lui en attribuant l'autre partie en toute propriété aux usagers, se multiplièrent tant sur les forêts privées que domaniales. En même temps, l'ancienne et la nouvelle aristocratie des maîtres de forge furent ruinés par la crise des forges à la catalane et leurs domaines furent mis en vente et rachetés par les usagers. L'ensemble de ces opérations conduisit à des situations extrêmement complexes. D'autant plus que les communes, très pauvres, eurent parfois beaucoup de mal à effectuer les rachats. Ce furent alors des groupements de propriétaires, notamment dans le Val d'Ariège, qui rachetèrent les anciens domaines seigneuriaux. Mais les vacants ainsi acquis allèrent dans la presque totalité des cas agrandir le domaine communal pour être géré par la municipalité. Finalement, la complication des régimes de la propriété pastorale au cours du XIXe siècle a certes permis à certaines communautés de devenir propriétaires de leurs terrains de parcours, mais elle a surtout entraîné une limitation drastique des droits des usagers sur les terrains domaniaux. C'est pourquoi la crise forestière qui agita l'ensemble de la chaîne des Pyrénées tout au long du XIXe siècle, connut en Ariège ses plus remarquables manifestations, du fait de l'emprise de l'administration forestière dans ce département. Suite à la réorganisation forestière de 1801, loi du 16 niveaux en 9, un administrateur, Dralé, est nommé à Toulouse pour arrêter la dévastation et organiser l'exploitation rationnelle des bois et pâturages. Les Pyrénéens acceptèrent très mal le contrôle et la restriction de leurs droits ancestraux par la nouvelle administration. Les délits forestiers augmentèrent. L'idée d'un devoir envers l'État demeurait étrangère à des hommes dont l'univers tournait autour de la famille et du rythme de la terre. Payès, 1996, et qui pouvaient se cacher dans un milieu difficile, passer la frontière, assumer une errance familière du fait de la transhumance et des migrations saisonnières. La révolte armée s'engagea dès 1806 sur les montagnes de Foix, Chevalier, 1956. En 1823, l'Ariège semblait être dans un véritable état de guerre, l'occupation de la montagne était maximale, les infractions et les conflits pastoraux augmentaient, exacerbés par la division des vallées en communes. L'agitation atteignit son paroxysme avec la promulgation du Code forestier de 1827, qui apportait des restrictions draconiennes aux usages traditionnels. En effet, ironie du sort et du vocabulaire, alors que l'usage local a résisté vaillamment aux volontés de codification par le pouvoir central, le Code forestier instaura des droits d'usage strictement réglementés qui, en dehors de la reconnaissance de leur absolue nécessité, ne tenaient aucun compte des usages ancestraux. Plus grave encore, l'inscription des usages dans la loi en interdit l'adaptation à l'évolution des rapports sociaux et des modes de production. Les droits d'usage furent donc très strictement codifiés, et le Code s'assortit d'une sévérité exemplaire, appauvrissant davantage les plus pauvres. Il autorisa le gouvernement à affranchir les forêts domaniales de tout droit d'usage au bois, moyennant cantonnement, et déclara rachetables par l'État les droits de glandé et de pâturage. Il interdit le pâturage des chèvres. L'administration forestière fut chargée de définir chaque année le nombre de bêtes pouvant pâturer les domaniaux, ainsi que les dates de montée et de descente des animaux. Le bétail de commerce fut désormais interdit car le Code ne maintint les droits d'usage qu'en vertu de leur absolue nécessité pour la survie des habitants. Aujourd'hui encore, les articles R138.7 et R138.8 obligent les usagers à réunir leurs animaux dans un troupeau commun confié à la garde d'un ou plusieurs pâtres choisis par le maire. Il est strictement interdit de mélanger les animaux de plusieurs communes. Chaque commune doit marquer ses bêtes d'une marque spéciale. Les chemins par lesquels les animaux doivent aller au pâturage et en revenir sont désignés par les agents forestiers. En somme, tout ce qui relevait des usages locaux dans la gestion des prés et bois domaniaux se retrouva codifié par la puissance publique,
sans tenir compte des besoins et des pratiques des usagers. Il serait difficile de se faire une idée juste de l'étonnement et de l'indignation dont furent saisis les habitants des Pyrénées, eux qui avaient regardé jusqu'à ce jour les bois comme leur propriété particulière, quand une administration restreignit leurs usages, quand les gardes forestiers les chassèrent impitoyablement des paccages et taillis qu'ils parcouraient en liberté. La tour de Saint-Ibard 1849, citée par Vivier 1998. Ces atteintes aux droits des usagers, couplées à une situation démographique critique, finirent d'enflammer les communautés montagnardes ariégeoises. La révolte éclata en Haute-Bélongue en mai 1829. C'est la fameuse guerre des demoiselles, ainsi nommée parce que les paysans se déguisaient en femmes et se propagea dans toute la montagne. Elle décrut à partir de 1832, mais continua de façon plus ou moins ouverte jusqu'en 1871. Les actions avaient toujours le même aspect. Les habitants volaient le bois d'œuvre ou de feu, charbonnaient en délit, voire détruisaient méthodiquement la forêt, en abattant les arbres, en arrachant les plantations, en y faisant pâturer les chèvres. Parfois, les affrontements étaient plus meurtriers, et les assassinats de gardes forestiers furent relativement fréquents jusqu'au milieu du XIXe siècle. Pourtant, bien des maladresses commises par l'administration forestière étaient dues à l'ignorance. Elle avait pour mission de reconstituer le capital forestier de l'État, à travers des mesures de protection, de mise en défense vis-à-vis du pâturage, de limitation de la consommation de bois des usagers, de plantation au détriment des parcours et enfin une répression farouche, bien qu'à peu près aucune condamnation n'ait jamais été appliquée, la montagne permettant de cacher bien des gens. Face à cela, les besoins des populations étaient exacerbés par le surpeuplement. On grignotait les bordures forestières, et les besoins en bois d'œuvre et bois de chauffage étaient à leur maximum. L'administration fournissait des délivrances insuffisantes, dans des quartiers souvent inaccessibles. La question de l'affouage fut ainsi à l'origine de l'insurrection de 1848. Par ailleurs, les agents forestiers considéraient comme du bétail de commerce, donc non usagé art. 70, les animaux ayant passé l'hiver en plaine, ce qui finit de ruiner les paysans sans terre. Certaines mises en défense rendaient impossible l'accès au pâturage supérieur, voire aux jasses. L'administration mit également souvent en défense les quartiers inférieurs, notamment les pâturages boisés, si nécessaire aux saisons intermédiaires, et interdit la garde séparée, pourtant traditionnelle dans certains secteurs. Quelle que soit la forme qu'elles prirent, reboisement, lutte contre les inondations, ou tentative d'extension en montagne de la modernisation agricole en cours dans les plaines, la caractéristique commune des tentatives d'aménagement de l'espace montagnard par l'administration forestière résida dans une volonté clairement affichée de transformer globalement l'économie et l'espace montagnard en augmentant volontairement les superficies boisées. À partir du Second Empire, cependant, certains forestiers s'intéressèrent à l'amélioration des conditions de vie des montagnards. Ce fut l'avènement du sylvopastoralisme. Le sylvopastoralisme. À la fin du XIXe siècle, l'administration forestière tenta de développer en Ariège une économie laitière grâce à la création de fruitières, sur le modèle jurassien. Ce projet spécifique pour l'aménagement de la montagne fut développé à l'initiative d'une frange du personnel forestier se préoccupant de questions sociales, en relation avec les sociétés d'agriculture, des agronomes, des sociologues et des notables locaux. Le reboisement n'était alors envisagé que comme la conséquence logique de l'amélioration de la gestion des pâturages, par la généralisation d'une économie laitière moderne. La théorie sylvo-pastorale fut mise en œuvre par les forestiers à partir des lois de 1860 et 1864, respectivement sur le reboisement et l'engazonnement des montagnes. Les Pyrénées jouèrent un rôle primordial dans le projet sylvo-pastoral. On commença à y implanter des fruitières coopératives dès 1868. Surtout, les Pyrénées furent toujours considérées comme une terre de mission, exemple même d'économie archaïque et inadaptée qu'il fallait moderniser d'urgence en suivant le modèle suisse ou savoyard. Metailie in Brunet et al., 1996. C'est en Ariège que les tentatives d'organisation sylvo-pastorale de l'espace furent les plus avancées. Les partisans du sylvo-pastoralisme ne cachèrent pas que les nouvelles orientations de production devaient conduire à un bouleversement complet du système traditionnel, substitution de la vache laitière à la brebis,
amélioration des pâturages pour les adapter à ce bétail plus exigeant, développement des prairies en remplacement des cultures vivrières, etc. On pensait ainsi améliorer les conditions de vie des montagnards. Bien que s'appuyant sur les notables locaux, les premiers essais de fruitières se soldèrent par un échec total face à la résistance des montagnards. En 1882 fut promulguée la loi sur la restauration des terrains en montagne, RTM, qui limitait étroitement l'application possible du reboisement. Un service pastoral fut créé en 1884, et les projets de fruitières furent relancés dans les années 1880 à 1890, en Barousse, en Comminges et en Ariège. Dans le même temps, de nombreux travaux d'amélioration pastorale étaient réalisés. Débroussaillement et cobuage, assainissement et irrigation, épierrement et amélioration fourragère, travaux d'infrastructures comme les chemins, abreuvoirs ou cabanes de bergers. Le projet des forestiers, qui répondait à une logique d'intensification, ne fut jamais accepté par les montagnards. Ces travaux d'amélioration, qui se surimposaient aux lourds travaux d'été, n'intéressaient personne. Personne ne se sentait concerné par des investissements dans l'espace collectif, surtout en estive domaniale, qui sont étrangers à la culture pyrénéenne. Il a toujours existé des règlements traditionnels d'utilisation des estives, parfois très complexes et stricts, issus d'une connaissance fine du milieu. Mais ils avaient pour but de régir l'usage privé des ressources existantes dans ces espaces appartenant à tous, jamais leur mise en valeur collective. Metailie in Brunet et al., 1996. Malgré leur bonne volonté, les forestiers ne réussirent jamais à impliquer les éleveurs dans leurs projets d'amélioration pastorale. Trop de conflits, anciens ou bien vivants, les opposaient aux communautés pour que l'on puisse croire à une action désintéressée de leur part. Les éleveurs soupçonnaient les forestiers des intentions les plus hypocrites, et de vouloir avant tout restreindre les droits d'usage. Les tentatives des forestiers étaient donc trop éloignées du mode de vie social et économique des communautés. Ils ne prirent en compte ni les coutumes ancestrales des montagnards, ni les haines farouches qu'ils suscitaient, du fait d'un passé récent pour le moins mouvementé. L'échec fut irrémédiable et la plupart des fruitières furent abandonnées dès le début du XXe siècle. Ainsi, bien qu'elles soient passées d'une logique répressive à une logique de développement, l'administration forestière a toujours considéré que les sociétés montagnardes étaient incapables de se développer seules, et n'a jamais réussi au cours du XIXe siècle à gérer la montagne comme elle l'entendait, du fait de la résistance acharnée des populations locales, qui se sentaient dépossédées de la maîtrise de leur territoire. Les conflits qui opposaient la population à l'administration forestière ne s'atténuèrent qu'avec la diminution de la pression démographique à la fin du XIXe siècle. La décomposition du système traditionnel. L'inversion démographique et l'intégration française. La société traditionnelle de la montagne ariégeoise était une société composite qui regroupait des gros propriétaires, des paysans ouvriers, de nombreux journaliers, des cadets migrant une partie de l'année, etc. Dans sa thèse, Michel Chevalier rappelle que depuis longtemps, les porte-paroles des populations montagnardes proclamaient que toute restriction aux droits d'usage traditionnels entraînerait l'abandon du pays par ses habitants, et il attribue en grande partie la décadence des Pyrénées ariégeoises au climat de haine et de violence qu'a suscité l'administration forestière. Chevalier, 1956. En effet, bien que finalement les montagnards aient plutôt remporté la victoire dans leur lutte contre les forestiers, le fait est que le renversement de tendance démographique à partir de la seconde moitié du XIXe siècle fut spectaculaire. La population des Pyrénées ariégeoises avait augmenté de 40% entre 1793 et 1846, année du maximum démographique. Dès lors, la population ne cessa de diminuer. 270 535 habitants pour l'ensemble du département en 1846, 219 641 en 1896, moins de 200 000 en 1914, Payès, 1996. L'émigration très forte accumulée, surtout à partir de 1850, exode définitif et migration saisonnière classique, celle des faucheurs et moissonneurs vers l'Espagne jusque dans les années 1880 à 90, celle des charbonniers de Sora jusqu'en 1914, celle des vendangeurs plus longtemps encore. Les départs définitifs touchèrent d'abord les couches sociales marginales ou mobiles, paysans sans terre, migrants temporaires, ouvriers charbonniers de la sidérurgie,
puis les cadets, stabilisant les communautés villageoises autour des chefs de maison. Ce resserrement social fut encore plus significatif lorsque la crise de la sidérurgie, vers la fin du Second Empire, sonna le glas des grands notables ou de leurs sous-traitants, THIBQN, Brunet et Al, 1996. Dans les campagnes, les petits propriétaires remplacèrent les grands propriétaires et les maîtres de forge. C'est un noyau dur correspondant à 20 ou 30% des maisons qui se partageaient les sièges des conseils municipaux. Les politiques municipales devinrent dès lors l'une des conditions indispensables à la survie de la petite et moyenne exploitation usagère, en conciliant les logiques de l'exploitation familiale et les pratiques communautaires. L'entrée en politique des Pyrénéens apparaît comme l'un des principaux leviers de leur intégration dans la communauté nationale. Pourtant, ces familles entretenaient des relations contradictoires avec l'État. Les maisons restaient un milieu fermé à l'environnement extérieur, conservant des valeurs et des pratiques traditionnelles opposées aux normes environnantes. Mais elles traversaient aussi une crise interne d'abord démographique, avec l'augmentation de l'espérance de vie qui multipliait les confrontations verticales entre générations et horizontales entre frères et sœurs, mais aussi culturelles, du fait de la montée de l'individualisme. Pour éviter la déchéance, voire la disparition de la maison, les familles misèrent sur la promotion économique d'un ou plusieurs de leurs membres par le biais de la scolarisation. L'école, ici comme ailleurs, eut une fonction majeure d'uniformisation. Les Pyrénées fournirent des contingents de fonctionnaires, grâce à un clientélisme important, surtout sous la Troisième République, avec parfois des spécialisations territoriales qui rappellent les traditions de migration saisonnière du début du siècle. Ainsi, la société publique entra dans les familles par une voie détournée. Cette façon d'agir a eu cependant des effets pervers en ce sens qu'elle a contribué à vider le département de l'Ariège de ses éléments les plus jeunes et les plus instruits. Consciemment ou non, les élus qui ont obtenu des postes de fonctionnaires pour leurs compatriotes ont donc enfermé les Ariégeois restés au pays dans une sorte d'immobilisme issu de l'incapacité, par manque de moyens financiers ou intellectuels, à tenter la carte de la modernité. Claise, Payès, 1996. La Société des montagnes ariégeoises est donc devenue une société agricole. Elle suivit en cela l'évolution générale de la France de la fin du XIXe siècle, selon le modèle politique de la Troisième République. Il s'agit d'un mouvement voulu et organisé vers la monoactivité des campagnes et vers la monolégitimité des paysans propriétaires. Hervieux et Viard 2001. En Ariège, l'industrie était en crise, les forges à la catalane et toute l'industrie extractive bien sûr, mais aussi les industries textiles du Piémont. La symbiose entre l'agriculture et les activités industrielles perdura cependant longtemps encore, mais avec un renversement de tendance. Pour les pluriactifs, c'est désormais l'agriculture qui devient l'activité secondaire. Les entreprises traditionnelles, désarmées face à la concurrence, échappèrent peu à peu aux investisseurs locaux. Les investisseurs extérieurs ne supportèrent pas l'archaïsme et l'absentéisme important, liés à la double activité. De toute façon, le niveau de vie augmentant, les montagnards se détournèrent des tâches trop pénibles et se spécialisèrent dans l'agriculture ou émigrèrent. L'industrie ariégeoise dut faire appel à de la main-d'œuvre étrangère dès le début du XXe siècle. Dans le même temps, dès la fin du XIXe siècle, la montagne s'ouvrit au thermalisme et au tourisme, mais l'Ariège ne connut pas l'essor des Pyrénées centrales. En fait, dans ce département, ce sont surtout les grands chantiers hydroélectriques qui, au moment du surpeuplement, proposèrent une réponse en termes d'emploi, une amélioration des conditions de vie sans affaiblir le système agropastoral. Par contre, la Grande Guerre porta le coup fatal à la société traditionnelle. La montagne, jusqu'alors plus peuplée que la plaine, en sortit exsangue. Elle fut à l'origine d'une prise de distance des montagnards à l'égard des règles édictées par la communauté, et surtout conduisit les femmes, après plusieurs années de prise de responsabilité, à fuir vers les villes, le célibat contribuant dès lors au maintien d'un traditionnalisme sclérosant. Le déclin du pastoralisme. Alors que la société se remaniait entièrement, l'activité agricole se spécialisait progressivement dans l'élevage, l'agriculture vivrière prenant une place de plus en plus négligeable, pour finalement disparaître dans les années 1950. Avec la déprise humaine,
Les terres les plus difficiles du fait de la pente ou de l'éloignement furent progressivement abandonnées et Michel Chevalier notait déjà en 1949 l'apparition de prés sur le haut des Soulanes autrefois si convoités, en prélude à la dynamique d'abandon qui conduit les terres des cultures aux broussailles, en passant par les prés et les packages. En 150 ans, si le nombre de bovins s'est à peu près maintenu, le nombre d'ovins dans la montagne ariégeoise a été divisé par 3. Chevalier 1956. L'important déclin des troupeaux ovins est directement lié à l'hémorragie démographique, car ils doivent être sortis et gardés tous les jours en hiver, tâche auparavant dévolue aux cadets. Alors que le troupeau se modifiait, les races de montagne se spécialisèrent de plus en plus, entre autres sous l'influence des sociétés d'agriculture. Pour le petit bétail, les races ne changèrent pas trop. La tarasconnaise, mauvaise laitière mais bonne productrice de viande, originaire de l'est du département, étendit son aire et commença à supplanter la castillonnaise en couserans. Pour les bovins, par contre, la population a beaucoup varié en 100 ans. Au début du XIXe siècle, la Haute-Ariège élevait des animaux moyens, gris, originaires des hauts pays méditerranéens, Cerdagne, Quérigut, vaches carolaises pour le travail, mijanaises pour l'engraissement et la production laitière. Elles avaient pour point commun une grande rusticité, de réelle qualité pour le travail et une médiocre productivité laitière. Au milieu du XIXe siècle, la race gasconne était inconnue dans la haute montagne, à tel point que Henri Cavaillès disait à son propos en 1931 « C'est une nouvelle venue. Il n'y a aucune vraisemblance qu'elle réussisse à s'installer en haute montagne. » Lui préférant la race pyrénéenne du sud-ouest pour le travail et la production de veaux, et la race bovine des Pyrénées centrales, Or et Saint-Giron ou Casta, très adaptée au milieu pour le lait, le travail et la viande. Ces deux races ont aujourd'hui disparu ou presque, 110 animaux de race Casta, alors que la Gasconne occupe toute la montagne. En 1985, Michel Chevalier pouvait bien affirmer que la seule réussite agricole du XIXe siècle est la constitution de la race gasconne de montagne après 1875. En parallèle, la Schwytz ou Suisse ou brune des Alpes, laitière qui ne transhume pas, se développait dans toute la montagne ariégeoise et surtout dans le Couserans où de nombreuses laiteries se sont développées, sans doute grâce à la diffusion des techniques laitières par les forestiers du XIXe siècle. Logiquement, les spéculations animales évoluèrent dans le même temps. Le Couserans restait relativement laitier, mais produisait de moins en moins de produits finis et livrait aux laiteries. Les veaux étaient vendus en général entre 3 et 6 mois, directement dans les fermes, au détriment des foires. La Haute-Ariège, pour sa part, s'est définitivement spécialisée dans l'élevage et continua de produire de jeunes mâles castrés de 8 à 10 mois, brosses, pour fournir des bœufs de travail élevés et dressés dans des zones spécialisées comme la Bastide de Céroux. Pour les ovins, la généralisation de la tarasconnaise marqua la fin de l'économie laitière et fromagère qui existait encore au XIXe siècle, tant en Haute-Ariège que dans le Couserans. Les animaux étaient vendus jeunes, c'est-à-dire entre 1 et 2 ans, aux foires d'automne pour être engraissés en plaine. Il n'y avait pas de production d'agneaux de lait. L'Ariège devint donc dès le début du XXe siècle un département producteur de matières premières agricoles, lait de vache en Couserans, jeunes mâles ovins et bovins dans tout le département, production bien adaptée au manque de main-d'œuvre et à l'abondance de l'alimentation estivale par rapport à la pénurie hivernale. Ce vaste mouvement de spécialisation de l'agriculture montagnarde s'est accompagné d'une sédentarisation de la vie pastorale. En effet, l'exode et l'abandon des cultures vivrières ont libéré des terres pour les troupeaux, d'autant plus nécessaires que les ovins, grands transhumants, furent en grande partie remplacés par des vaches allaitantes, voire des vaches laitières qui n'estivent pas. La montagne qui a fait la richesse de l'élevage ariégeois commença à être déconsidérée. Les bords et les prés furent peu à peu abandonnés, et les estives se vidèrent. Avec le départ des cadets, les pâtres firent cruellement défaut, et ils étaient de plus en plus âgés. Le bétail était donc le plus souvent livré à lui-même au détriment d'une gestion raisonnée des surfaces d'altitude, renforçant l'image tenace de montagnard individualiste et archaïque. On pourrait supposer que le montagnard se préoccupe d'entretenir et d'améliorer ce domaine pastoral auquel est attachée son existence. Ce serait peu connaître son tempérament individuel et routinier, et surtout son insurmontable répugnance à faire un travail quelconque dont son voisin pourrait profiter. C'est ce qui explique l'état d'abandon de la plupart des terrains à jouissance commune,
Campardon 1900 cité par Chevalier 1956. Comme il y avait de la place pour tout, les réglementations collectives n'eurent plus lieu d'être, la mémoire des usages anciens se perdit. Les systèmes pastoraux se simplifièrent. La Haute-Ariège resta assez fidèle à son organisation traditionnelle en grande vacherie communale ou intercommunale, mais tous les autres systèmes, cabanes, horis, pariaux, etc., disparurent. Les parcours du bétail indigène devinrent à peu près libres, seules les mesures de restriction voire d'exclusion du bétail étranger furent maintenues avec force. Toute la conduite pastorale tendit vers une extrême simplification. Presque toute cette réglementation n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir. À quoi servirait-elle, maintenant que les dernières ramades ou les troupeaux non gardés errent librement à travers les divers quartiers que souvent, faute d'un nombre suffisant de bétail, la forêt ou la broussaille tendent à envahir? Une anarchie générale supplante les anciennes contraintes collectives, l'individualisme triomphe, mais son triomphe est l'indice de la dégradation et non du progrès de la vie pastorale, Chevalier 1949. Dans ce contexte de montée en puissance de l'individualisme pastoral, la transhumance subit aussi la crise, en lien avec la crise de l'organisation des ramades depuis 1914, par manque de bergers. Pour les bovins, les courants migratoires à l'intérieur des Pyrénées ariégeoises subsistèrent, surtout les Gascons du Haut-Salat, Hercé, Ustou, Oust, Olu, qui envoyaient en 1948 environ 1000 bovins vers la Haute-Ariège. La transhumance hivernale a pour sa part pratiquement disparu. En 1950, seul le Vic de Sauce continuait d'envoyer des effectifs ovins importants, environ 10 000 têtes, vers la plaine. Ailleurs, les mouvements devinrent quasi inexistants et le cas échéant ne s'éloignait guère de la montagne, préférant à la plaine le terrefort ariégeois, Mirepoix, Paillès. Le problème de l'affouragement hivernal se règle désormais plutôt par un va-et-vient commercial aux foires d'automne et de printemps. À Mérins par exemple, la population ovine locale est à cette époque 4 fois supérieure en été à ce qu'elle est en hiver, au plus grand profit des éleveurs de plaine. C'est donc tout le système traditionnel qui est bouleversé, la société a changé, l'agriculture aussi. La complémentarité entre les différents étages de végétation et entre les différentes régions a perdu son caractère vital. Pour tous les auteurs, la montagne pastorale semble en sortir grande perdante. La vieille association entre les estives et le bétail qui en vivait et les protégeait par sa présence est rompue. La montagne devient inhospitalière à l'homme, Chevalier 1956. Chapitre 2. La gestion de l'espace montagnard. L'agriculture de montagne comme activité d'intérêt public. La crise du système pastoral prend une telle ampleur que les montagnards ne parviennent plus à utiliser l'ensemble du territoire. L'émigration des plus jeunes et des plus instruits d'entre eux achève de consacrer cette image d'archaïsme et d'inertie héritée des forestiers, et amplement reprise par plusieurs générations de chercheurs. On ne peut manquer d'être frappé par l'aspect archaïque, et par la médiocrité de cette économie pastorale. Le dépeuplement n'a pas eu ici les effets salutaires que, par suite du progrès des fourrages au détriment des cultures vivrières, il a exercé dans d'autres massifs montagneux. Tout s'est passé comme si le déclin démographique, normal et salutaire à l'époque du surpeuplement et de la grande misère paysanne du XIXe siècle, avait survécu à sa cause initiale, subissant même une accélération croissante. Paralysée par cette hémorragie humaine, la vie pastorale s'est dégradée sans pour autant se renouveler. Chevalier 1949. Henri Cavaillès, pour sa part, n'hésitant pas à stigmatiser le caractère, voire les défauts de la race des montagnards pyrénéens, Cavailles 1931. Dans le contexte de reconstruction d'après-guerre, la montagne semble abandonnée à elle-même, promise à un déclin irrémédiable. La montée en puissance de préoccupations sociales et environnementales et la diversification des usages de la montagne vont conduire tant la puissance publique que la recherche à se saisir du problème. Le temps de la relance pastorale. Les soutiens publics à l'agriculture de montagne. Après la Seconde Guerre mondiale, la déprise agricole en montagne est telle que l'idée d'une politique agricole différenciée émerge. En 1948, le Commissariat général du plan crée une commission de modernisation de la vie rurale en montagne qui a pour but d'étudier les moyens d'assurer le développement économique et humain des régions de montagne dont l'apport en ressources et en hommes est indispensable à la collectivité française.
Coutin, 1950, cité par Gerbaud, 1994. Mais dans le contexte général du plan Marshall, l'abandon des régions pauvres est souvent considéré comme l'une des suites logiques de la modernisation de l'agriculture. Au niveau professionnel, deux logiques s'opposent, celle qui refuse l'exception montagnarde et prône le développement d'une agriculture compétitive, et celle qui recherche la valorisation maximale des potentialités locales dans leur ensemble avec création d'activités complémentaires. La notion de handicap économique justifiant une aide spécifique émerge, mais ne trouve aucun écho auprès des syndicats nationaux qui refusent la division pleine montagne, la diversité, la spécificité, l'enracinement au territoire et privilégient l'intégration économique et sociale. Les syndicalistes défendent l'idée d'une séparation entre une politique de développement agricole et une politique rurale, et rejettent toute politique agricole qui ne serait pas sélective et aiderait des exploitations non rentables, voire des zones trop déshéritées, les investissements devant se faire dans les zones les plus favorables. Dès 1960, les leaders agricoles annoncent qu'ils ne pourront sauver toutes les exploitations, Gerbaud 1994. Pourtant, les toutes premières mesures en faveur de l'agriculture de montagne apparaissent dans la loi de finances de 1959 qui instaure une clause spéciale pour les exploitants agricoles montagnards dans le régime de retraite agricole, et entraîne le premier zonage montagne en 1961. La loi d'orientation agricole de 1960 définit des zones spéciales d'action rurale prioritaires pour les investissements publics, où l'espace rural n'est plus considéré comme le support de la seule activité agricole, et la loi complémentaire définit des zones déshéritées où le Fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, FASASA, doit contribuer à maintenir des exploitations. On parle d'agriculture de peuplement. Les hésitations sont grandes quant au positionnement de la zone de montagne dans ces cadres, ou en dehors, à travers une politique spécifique. La problématique des zones déshéritées, qui ne touche finalement qu'un nombre très limité de départements de montagne, l'emporte pour un temps. Conseil national de l'évaluation et commissariat général du plan 1999. Edgar Pisani, hostile à une politique de la montagne qui ne serait qu'une politique touristique de grands équipements créé en 1963 l'Institut national d'études rurales montagnardes, INERM, chargé de réfléchir aux mesures spécifiques à développer en montagne pour favoriser le maintien d'une population suffisante et assurer aux montagnards une rémunération du travail et des conditions d'existence satisfaisantes. Comme l'espace montagnard est le support de différentes activités, il faut une politique d'aménagement du territoire qui dépasse l'agriculture et la forêt. C'est une idée nouvelle dans les années 1960. En 1967, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.